tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas savoir ce que tu es en train de vivre. Et en plus, à partir du moment où tu n'as plus d'énergie, tu es vidé, je suis vidé. Mais vraiment, chaque pas que je faisais, je sentais que j'étais en train de puiser au fond de moi-même. Et j'ai jamais autant regardé mon altimètre de la course, là. Monter, c'est pas possible. Tu as quasiment 2000 mètres d'ascension. Enfin, quand tu es au bas, que tu vois la vitesse à laquelle tu avances, tu te dis, mais là, c'est... Il faut arriver à te déconnecter de la notion du temps, mais c'est super dur parce que tu es dans la douleur, tu as envie que ça s'arrête. J'ai envie de rentrer dans ma bagnole, prendre ma famille dans mes bras et arrêter le délire, quoi. Sébastien Camus, les tâches de rousseur les plus célèbres du trail. À 45 ans, l'ex-vététiste de haut niveau a écrit quelques-unes des plus belles pages de l'Ultra sur les TDS, les UTMB, les CCC, les UTCAM. Et Sébastien a décidé de s'aligner sur sa toute dernière et 5e diagonale des fous, à Londres. La fin des haricots, on va lui poser la question, sachant que, selon ses termes, sa 2e place en 2015 sur la diagonale des fous reste son plus beau souvenir. Parler avec Sébastien, c'est à un moment donné évoquer la notion de sagesse. Je ne peux pas m'empêcher d'éprouver cela à chaque fois que je rencontre cet athlète qui prend le temps de questionner les bonnes choses, les bonnes motivations sur chaque compétition et qui construit chaque épreuve comme une étape de vie. Des méthodes naturelles, la naturopathie, la préparation mentale, cultiver son jardin, creuser la compétition comme une voie de développement personnel, ce sont des choses qui sont toujours très inspirantes lorsqu'on les évoque avec Sébastien Camus. Faut-il encore parler de palmarès lorsque c'est le palmarès qui parle pour l'athlète, comme avec Sébastien? 7e, 4e, 2e de la CCC, 7e de l'UTMB, plusieurs top 5, dont encore Restonica ou Andorra à 44 ans, 45 ans, jusqu'à cette diagonale pleine d'émotions cette année, puisqu'il pourrait la courir façon révérence. Doit-on évoquer la retraite? Est-ce qu'il y a un âge légal pour un athlète? Est-ce qu'il y a des étapes impératives à surveiller lorsqu'on est athlète pour pouvoir passer à du team management, mais salarié auprès d'une structure? On parle aussi du passé, du présent, de l'avenir et de cette diagonale. Qu'est-ce qu'il en tire? Quelle expérience? On prend un shot de sérénité relative aussi et plutôt de regard sur la vie, parce que la vie ne fait pas que des cadeaux, n'a pas fait que des cadeaux, comme avec quiconque, à Sébastien. Discussion avec un athlète que l'on aime beaucoup. Bonjour. Bonjour. Sébastien Camus, ultra trailer de longue date. Alors, moi ce que je déteste, c'est l'irrespect, sous toutes ses formes. Non-respect du règlement, le dopage, tous ces genres de choses, les incivilités. Et ce que j'adore par contre, c'est le partage. Et ça, je pourrais en parler longtemps. D'accord. C'est pas du pipeau. Ah non, non, ça fait bateau, hein. Ça fait un peu les deux répliques un peu bateau, mais sincèrement, c'est les deux choses qui me sont ressorties au travers de tes deux questions. Et c'est en toute sincérité que c'est vraiment deux choses qui me touchent autant d'un côté que de l'autre. Et voilà. Donc je ne suis pas très original, mais bon, c'est mes réponses. On va en parler et on note que ça t'en touche une en faisant vibrer l'autre. On garde. Sébastien, nous nous vîmes cet été au détour de Saint-Dalmas de Tende et je vomite toute la nuit après. Aucun rapport d'ailleurs, mais je m'en souviens. Depuis le temps qu'on s'était promis de nous retrouver ici en diagonale, je crois qu'il y a vraiment de l'alignement. Ma première question, je dois commencer cette rencontre par un moment plutôt grave, puisqu'on a parlé d'étymologie et l'étymologie est contre toi. Camus, ou l'espagnol Camusa, l'italien Camocchio, je ne sais pas comment si on prononce, c'est la chèvre ou le chamois, ou être chèvre, et l'occitan aussi gamu, c'est le sot, le niais. Est-ce que tu te retrouves dans cet imbécile heureux? Tu commences super bien. J'adore. J'adore l'étymologie. Ah, exceptionnel, exceptionnel. La chèvre peut-être avec la montagne. Le sot, je ne l'aurais pas écrit de la même façon. Mais on pourrait peut-être l'associer à la diagonale. Éventuellement, c'est vrai. Est-ce qu'il ne faut pas être un peu sot pour s'engager sur cette épreuve? Ah non, je pense pas du tout, non. Non, c'est pas une notion de sottise. Non, c'est vrai, tu as raison. Mais quelque part, sur le côté contemplatif, pas du tout niais, mais heureux les simples d'esprit, disent les saintes écritures, je crois.
Tu as raison. Et l'almanach Vermeau. Bon, bien noté. Réponse rapide, enfin, réponse comme tu veux. Est-ce qu'il y a un frisson ou la confirmation qu'il était temps de tourner la page quand tu t'alignes sur cette diagonale? Il y a encore le frisson de se dire « Oh la vache, ça va être super » ou « Bon, je vais y dédier vraiment tout ce que j'ai, le meilleur de moi-même, mais il est temps là. » On a un ami qui a couru la diagonale, qui a mis 55 heures, et il a dit « J'ai voulu aller au bout parce que je sais que ça y est, je tourne la page. » Et on embrasse bien fort un certain Sébastien. C'est une question qui est très difficile. Ce qui est clair, c'est que ça a animé les 10 derniers mois de ma vie. D'une façon, je dirais, très particulière. Pas forcément nostalgique, mais ça m'a rappelé mes premières diagonales, une excitation de jeune cadet, pour reprendre un peu la maxime de mon ami René. J'ai enchaîné tous mes entraînements, ma planification, toutes mes compétitions, toute ma saison de façon fluide, extrêmement fluide, à l'intuition. Ça a été l'année la plus facile en termes de préparation. Je suis arrivé extrêmement confiant sur l'île. Sincèrement, je pense que j'ai jamais été aussi confiant. Deuxième raison, c'est que c'est la première fois que je me préparais exclusivement à la diagonale. J'ai fait 6 précédentes éditions où j'enchaînais soit une CCC, soit un UTMB avec la diagonale, ce qui est un jeu dangereux. Même une CCC de 100 km? J'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui, mais ça s'était bien passé. 2008, c'est ma première édition, je viens un peu la fleur au fusil, je découvre l'ultra trail, je découvre la diagonale et je me casse les dents. Je reviens 5 ans plus tard, 2013, je fais ma CCC magique où je termine deuxième. Je viens enchaîner ici avec la volonté de prolonger la performance de la CCC sur une distance qui est plus longue. Et ça marche bien parce que je fais 7e. Et après, s'enchaînent toutes ces années avec mon édition magique de 2015 sur la diagonale. Je vole et je rêve. Et où j'ai une seconde place qui est la saveur d'une première place avec un vainqueur que j'estime énormément, Antoine Guillon. Qui ça? Antoine Guillon, c'est un gars qui fait la diagonale depuis pas mal d'années. Il est souvent présent. Charismatique. Je dirais pas vieux, je dirais expérimenté. D'accord. Et oui, 2015, tu finis derrière lui. Ouais. Et là, bonjour l'euphorie. Un peu comme l'euphorie des moustiques, en fait, qui nous bouffent, puisque nous n'avons pas précisé. Qui te bouffent pour l'instant, j'en profite. Oui, mais ils ont ciblé tes jambes, tant mieux pour moi. Les taches de rousseur, ça les effraie. Non, d'habitude, c'est plutôt mes jambes qui viennent manger, mais là, je suis bien content que ce soit toi qui l'attaque. À 45 ans, on aime toujours le joyeux bordel diagonal? C'est ce que je disais tout à l'heure, un peu en introduction de ma venue ici. C'était fou que je sois autant excité de venir. Même ma femme était impressionnée de se dire, mais elle était heureuse de me voir aussi épanoui, de se dire, génial, il va venir s'éclater sur cette diagonale, s'éclater dans le bon sens du terme. Et la suite, ça sera dans le mauvais sens du terme. Mais ouais, non, c'était juste magique. Magique d'avoir autant d'énergie. Parce qu'il faut être honnête, pour se préparer pour ce type d'épreuve, on enchaîne des semaines, des séances de boucher. On va vraiment chercher à puiser au maximum dans nos réserves, dans notre physiologie. Et c'est très exigeant. Et on génère une fatigue résiliente qui est un peu latente au quotidien. Et il faut arriver à jongler avec ses hauts et ses bas pour enchaîner, surcompenser. Bon, je vais passer un peu les détails de la physiologie sur ce domaine-là, mais tu as vraiment mis aussi l'insistance sur la préparation. On voyait tes posts le jeudi dans la pierre, le vendredi dans la pierre, le samedi matin dans la pierre et en descente et en montée. J'avais ciblé mes compétitions en ce sens. Je suis allé faire la Restonica, qui en toute honnêteté, bon, cette année c'est une édition particulière de la diagonale, mais je pense que la Restonica est quand même beaucoup plus dure. Enfin, beaucoup, et plus dure. Ah, honnêtement. Honnêtement, le GR, il y a certains passages sur la Restonica. Mais ça je me suis dit, oui, voilà. Cette année, on a eu malheureusement des conditions un peu humides, donc c'est vrai qu'au niveau du grip, c'était pas top. Mais un peu humide. La montée de Colorado en toboggan inversé dans la boue. Ouais. Glissade. On se serait cru à quoi splash. Ouais. Version Gadou. La version Gadou est plus crado.
Mais ouais, non, Restonica, honnêtement, surpris. Très, très surpris de la difficulté de l'engagement de l'épreuve. Des passages en altitude assez exigeants. Et ouais, une technicité sur ces rochers-là. Il n'y a pas un caillou dans le bon sens. Un peu comme ici, il n'y a pas une marge à la bonne taille. Mais là-bas, ouais, c'est honnêtement c'était une très bonne course pour me préparer. La bonne distance, la bonne période. J'avais bien ciblé. J'étais vraiment content d'avoir choisi cette course-là en préparation. Mi-juillet Ouais. Début juillet. C'est pas trop loin de la diagonale? Non, parce qu'après, quand on fait un ultra, moi je pars du principe que je suis assez précautionneux sur la récupération. Parce que c'est pas question d'âge. Hein. Je te coupe de suite parce que je sens que tu allais m'attaquer sur mes 45 ans. Non, je regardais l'arbre derrière. Mais non, parce qu'en plus, si tu sais mettre les choses en place, tu es capable de récupérer relativement bien, encore à 45 ans. Mais non, je trouve que c'est bien positionné parce que derrière, tu as une phase de régénération. Il faut prendre le temps de restructurer ton corps. Faut pas se mentir. Faire plus de 14-15 heures d'effort dans ces terrains-là, c'est très exigeant et à vouloir attaquer trop tôt, c'est pas forcément très bon. Donc tu te laisses une bonne phase de régénération et après ça te laisse un bon temps de préparation pour vraiment remettre en place tes blocs pour arriver à la diagonale. C'est pas trop court, moi je trouve que c'est la durée parfaite. Donc tu récupères sur juillet et la première quinzaine d'août. Ouais, moi j'ai récupéré jusqu'à fin juillet et j'ai rattaqué tranquillement pour crescendo et ça m'a permis de remonter en puissance jusqu'à début octobre. Là où avant je faisais l'UTMB, j'ai récupéré, j'avais un temps de réathlétisation très court et j'arrivais en fait sur la diagonale avec ce que j'avais fait sur la UTMB. Oui. Et en plus les deux épreuves étaient un peu paradoxales et aux antipodes l'une et l'autre par rapport à la technicité du terrain, l'engagement. C'était compliqué de te dire je me prépare pour la diagonale en faisant un UTMB avant. Après, il y a aussi cette configuration-là qui est possible dans ce sens-là. Si tu mets une diagonale avant un UTMB, je pense pas que je l'aurais fait. Je l'ai tenté plusieurs fois. Des fois ça a marché, d'autres ça n'a pas marché. Maintenant, c'est un temps très court. C'est un temps très court, tu as peu de semaines, donc tu jongles et tu arrives comme tu arrives à la diagonale. Là, c'est différent. J'ai voulu me préparer vraiment pour la diagonale et voilà, ça c'était vraiment un bloc bien spécifique, un bloc compétitif bien spécifique, bien positionné et à partir de là ça m'a permis de enchaîner avec un bloc complet derrière et ça m'a permis d'arriver en forme sur l'île. Le tabou je pense, ou le tabou, allez on va appeler ça comme ça, le tabou athlétique qui dit il faut jamais enchaîner un UTMB sur une diagonale, je pense qu'il n'est pas absolu, ça peut marcher. Par contre, ça dépend d'une part, et ça dépend aussi beaucoup de ce que tu as chargé avant, sur, allez, on va dire, de mars à juin, quoi. Il y a ça, et après il y a un paramètre, c'est ta technicité naturelle. Merci. Allez, moi, j'ai vu. Une fluidité incroyable. Dès que c'est à 2%... Non, mais après, je prends un bel exemple l'année dernière, Germain Grangier. Ouais. Il fait un super UTMB, il enchaîne une magnifique des sensations, diagonale. Et voilà, c'est un athlète type où la technicité, c'est son terrain, enfin les terrains techniques, c'est son terrain de jeu. Et au final, il a bien jonglé, il a parfaitement enchaîné. Et tu n'es pas obligé de te préparer sur du technique, parce qu'au final, tu as instinctivement la lecture de terrain et la fluidité sur ce type de parcours. 7e en 2013, 2e en 2015, enrhumé en 2017, je pense. Tu avais pris froid à cause de la clim. 2016-2017, ouais. Ça, je sais que tu es sensible. 9e en 2018. Ouais. Pourquoi tu n'es plus revenu en 6 ans? 8e en 2018. Je veux pas que mon frère soit devant moi. Attention. Non, c'est vrai. C'était un S. L'autre S, Camus. Camus. Non, mais ça, c'était une belle arrivée, main dans la main avec mon frérot, après la galère qu'on a vécue dans le Baïdo, où il collapse, il explose, et je suis là pour l'aider. Et pourquoi tu n'es pas revenu en 6 ans? En 5 ans? En toute honnêteté, pour des convictions écologiques. Déjà, il y a une période Covid que j'ai très mal vécue. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait aussi un il y a Covid. Ce truc qui m'a plombé pas mal de temps, moralement. Et après, c'est des convictions écologiques. Je veux pas être à l'extrême. Je pense qu'il y a toujours un jeu d'équilibre.
Je vais considérer que voilà, pendant les 6 dernières années, j'ai pas pris une seule fois l'avion. Tous mes déplacements, je les ai faits en train. J'ai pollué, hein. J'ai cramé la planète en venant ici cette année, mais j'ai un attachement particulier à cette île et il fallait absolument que je revienne. Donc je ne pouvais pas me dire que je reportais encore. Et je dis, là cette année c'est la bonne, je ne fais pas du TMB, je me consacre à la diag. Voilà, j'ai dit, bon allez, psychologiquement ça a été très difficile et je me suis dit, bon allez, t'as essayé d'être le plus efficient possible pendant les 6 dernières années. Même si avant, j'avoue, hein, j'ai cramé le monde. Et puis bon, qui ne pollue pas. Mais voilà, c'est toujours ce jeu d'équilibre. Et psychologiquement, j'ai réussi à trouver une forme d'apaisement, de dire, bon allez, elle t'attire, il faut que tu y ailles, profite. Et donc, vas-y, et tu compenseras derrière. Ouais. Donc voilà. Tu étais en phase avec toi-même parce que les indicateurs n'ont jamais été autant ouverts avant le départ d'une diagonale. On va reparler de ta course, on va reparler, j'aimerais aussi te faire... On reparle de ma course. Est-ce qu'il faut vraiment faire une mention à René, parce que moi je reste... exceptionnel. J'arrête pas d'en parler autour de moi. C'est génial. Vous connaissez René Rovera? Il me fait pleurer ce con. Il y a de quoi quand même. Ah ouais. C'est un gaillard. Et puis mon frère pareil. Je les ai enviés. De finir tous les deux main dans la main parce que je l'ai vécu avec Sylvain. Et bon, on en reparlera tout à l'heure par rapport à ma course. Et voilà, moi je voulais être là avec eux. Je voulais être absolument là avec eux. Et ouais, il s'est passé ce qui s'est passé parce que j'ai voulu les rejoindre. C'est une partie de l'explication. C'est ce qui m'a motivé à me mettre minable et finir dans l'état dans lequel j'ai fini. Tu arrêtes où? Donc tu abandonnes où? En haut du Maïdo. En haut du Maïdo. Tu penses à abandonner depuis combien de temps? En fait, à partir de Marabout, j'ai eu des complications au niveau intestin. Toi aussi? Ouais. Il y en a beaucoup. Enfin. Et j'ai une sensibilité après. Bon, c'est mon point faible. Hein. Chacun a son petit point faible. Moi, c'est ça. J'ai mes atouts et j'ai mes points faibles. Et je tire jusqu'à Sillaos, mais toujours déterminé. Je sais que je vais aller au bout. Dans ma tête, à aucun moment, même dans la douleur, je fais la descente de Kervegen à 2 à l'heure. Je me fais déboîter de tous les côtés. Je dois perdre 15 places. Je ne sais pas ce qui se peut faire. Mais je reste focus sur mon objectif. Je vais à l'arrivée. Quand tu as le bras et tu fais allez-y. Ah, mais serein, je me mets sur le côté, je les laisse passer. Je reste concentré. Ça ne m'affecte même pas. Parce que même si tu essaies de mettre ton ego de côté, il y a toujours un moment où il faut être honnête, devoir te dégrader ta place, tu sais que tu es en train de dégrader ta course. Mais bon, je mets vraiment ça de côté, j'arrive à gérer ça, je suis content de maîtriser cet élément-là, difficile. J'arrive à Sillaos, je ravitaille. Quelle heure il est? 8h? Ouais, un truc comme ça, je pense. Je ne saurais même pas te dire, mais je crois qu'à 8h, enfin je sais même pas. Je repars, je sentier du Thai Beach, je me dis allez, je vais me refaire. Et en fait, le ravitaillement de Sillaos, le fait parce que j'avais pas mangé depuis je sais pas combien de temps, je me ravitaille, je repars et là ça me faisait des genres de crampes intestinales, des coups de poignard, un peu comme si, à un moment donné, je me dis mais j'ai une appendicite, c'est pas possible d'avoir ça. À chaque impact, en fait, ça me montait, ça me pique, ça me prenait un pic. Donc là, je fais tout le sentier scout, mais en cataplexie, je suis fribouillis, j'appelle ma femme, je lui dis bon ben là, je bâche, c'est impossible que je reparte. Et tu peux pas bâcher dans ma fat. Hein. Je suis dans le sentier du Thai Beat. Ouais. J'ai ma femme qui est au pied du Thai Beat. Elle a pris la navette, elle vient me voir, elle m'encourageait. Et je lui dis, en fait, je vais me prendre la navette avec toi et je rentre à la maison. T'as vraiment affecté. Là, t'as encore la porte de secours avant. J'ai la femme de René, ma belle-sœur qui m'appelle, qui me pousse à continuer. Parce qu'elles me disent qu'elles ont raison, elles me disent, tu vas regretter. Et là, je me pose. Donc là, vraiment collé sur un rocher, allongé, je me concentre, je me relâche. J'essaye vraiment de travailler le relâchement pour essayer de faire passer la douleur. Et il me monte une haine, parce que je me dis, mais je revois toutes ces heures d'entraînement, tous ces moments où j'ai mes protocoles d'entraînement, où je suis coincé dans ma salle de prépa, et j'ai mes gamins qui viennent me tirer le short, ils me disent, allez papa, il y a la table de ping-pong à jouer. Et moi, concentré, je fais mon truc, désolé mes enfants. Et tout ça, ça te peine parce que ça revient, parce que c'est des moments difficiles où tu es concentré sur ton objectif et tu dis, je fais ça parce que je veux vous faire plaisir, je veux que vous viviez le truc.
Bah, tu fais un transfert au moment présent de l'entraînement et après, quand tu te retrouves dans cette difficulté-là où tu es vraiment au fond du trou, bah, tu repenses à ces moments où tu te dis merde, toutes ces concessions-là pour ça, mais c'est pas possible. Et là, vraiment, une haine me remonte, mais profonde. Hein. Et vu que j'avais mal à plat, une haine de tout. ah mais de gâcher tout ça, et une haine qui me donne une énergie décuplée. Ouais, et là, je repars. Ouais, pas une haine contre toi-même. L'avantage, c'est qu'à ce moment-là, quand je suis au bras de rivière et que je remonte, je fais que de la montée. Quand je montais, vu que j'étais courbé en avant, ça passait, j'avais pas mal. J'étais en marche, j'étais pas en foulée, ça impactait pas. Et là, je refais toute la montée du taille beat sur un bon rythme, très bon rythme. Et là, je reprends en confiance. Et le fait de remonter en température, de réactiver un peu tout, ça me permet de faire l'entrée dans ma fat serein. Je sécurise mes appuis dans la descente, je temporise, je dis ça tient, reste calme, on coule tranquillement. On va chercher Marla, on va chercher Sentier Scout et c'est reparti là. Et donc j'arrive, je reviens bien, je rejoins Antoine Guillon au départ au ravito de Sentier Scout, où là j'ai une assistance. Et là je fais une erreur, pas réellement une erreur, c'est que je me réalimente parce que je me dis mais là, à la vitesse où je cours, si tu manges pas, tu vas exploser en plein vol. Et là, je me réalimente et ça m'a de nouveau 5 minutes après complètement fusillé le ventre. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, je suis plus capable de revenir. Là où j'ai été capable de revenir, parce que de par mon expérience, je sais qu'au plus fond, au plus bas de la détresse, tu plonges le plus profond dans les abysses de la souffrance, tu es capable d'aller prendre un appui. Si tu sais gérer ça, tu peux remonter, je prends cette image où tu vas toucher le fond, tu prends appui et tu remontes. Et malheureusement, là, la deuxième fois, je ne peux pas. Je suis incapable. J'essaye. Je vais chercher il est des oranges. Et là, une galère. Je rentre dans la galère dans laquelle je m'étais préparé psychologiquement. Parce que quand je suis reparti dans le time beat, je sais ce qui m'attend. Tu rentres, tu te démerdes pour sortir. Il n'y a personne qui va venir te chercher, tu te démerdes. Rendez-vous Maïdo. Rendez-vous Maïdo. Et au final, là, s'ensuit une ascension, mais douloureuse, psychologiquement et physiquement. Et là, tu es obligé de sortir là-haut. Donc tu traînes ta croix, 4 mètres par 3, chaîne massif, accroché au sac à dos, et tu fais ton ascension. Je tiens à informer ma femme pour pas qu'elle s'inquiète. L'ascension du Maïdo dans le brouillard, la pluie, dangereuse, parce que je commençais à vraiment être tellement fatigué, je ne pouvais plus m'alimenter, je commençais à tituber. Je dis là, il faut tu colles la paroi. Je ne veux pas faire partie des faits divers de la Diagonale 2024. Belle chute de beau saut de l'ange de Sébastien Camus dans le Maïdo. Donc je fais super gaffe, je monte, je frôle la paroi, je monte même des fois à 4 pattes, dès que je sens que je suis un peu limite. Et je remonte. Et heureusement, voilà, j'ai mon assistance qui est là pour m'aider à sortir de là. Et arriver en haut, ce moment qu'on redoute tous, décrochage de dossard. Parce que c'est impossible pour moi de repartir. Mais impossible. Je viens de vivre... Tu te dis que j'ai commencé à déguster à Marabout. Je suis au Maïdo, c'est kilomètre 120. Enfin, j'ai trop souffert. T'as beau te dire, ouais, t'es une machine. Enfin, les mecs, ils sont tous en train de t'encourager. Moi, non, vous savez pas où je suis. Mecs, ouais. Vous savez... Enfin, tant que tu l'as pas vécu, c'est bien beau. Enfin, je vois, j'ai reçu plein de messages. Il y a plein de gens qui espéraient que je continue, qui voulaient que j'aille au bout, ouais, mais il y a plein de monde derrière toi. Non, mais en fait, tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas savoir ce que tu es en train de vivre. Et en plus, à partir du moment où tu n'as plus d'énergie, tu es vidé, je suis vidé. Mais vraiment, chaque pas que je faisais, je sentais que j'étais en train de puiser au fond de moi-même. Et j'ai jamais autant regardé mon altimètre de la course. Là. Monter, c'est pas possible. Tu as quasiment 2000 mètres d'ascension. Quand tu es au bas, que tu vois la vitesse à laquelle tu avances, tu te dis, mais là, c'est... Il faut arriver à te déconnecter de la notion du temps, mais c'est super dur parce que tu es dans la douleur, tu as envie que ça s'arrête. J'ai envie de rentrer dans ma bagnole, prendre ma famille dans mes bras et arrêter le délire, quoi. Je suis en train de souffrir, mais voilà, tu as aussi ce sentiment, tu as cette déception qui t'envahit parce que... Est-ce que tu penses, là, ok, je suis en train de dire au revoir à une dernière chose. Rien n'est jamais écrit. Rien n'est jamais écrit, mais c'est très René, compliqué. 54 ans.
56 ans, s'il te plaît. Oui, 54 ans, j'ai décidé de faire des erreurs de 2 ce soir. Ouais, mais c'est pas mal. 5 diag, non, il y en a 7. C'est un peu la marque de fabrique. 56 ans, 57 ans l'année prochaine, avec un objectif sub 24 sur l'UTMB. Il y a un super film à écrire autour de ça. Enfin, je trouve ça génial, moi. Et en plus, il a vraiment une gueule cinématographique. Ouais, il faut que j'arrive à vendre ça à un partenaire. Donc j'en profite si jamais il y en a t'en connais un. Si vous voulez faire un film... Sur René et sa prépa UTMB. Enfin, honnêtement, 56, moi je trouve que c'est super inspirant. C'est super inspirant pour toutes les classes d'âge, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. Tous ces gens qui trouvent ça inaccessible, même si il fait partie de... Moi je considère qu'il fait partie de l'élite. Moi je trouve ça génial. Ça peut apporter quelque chose... il y a quelque chose à écrire. Il y a vraiment quelque chose à écrire, il y a quelque chose à montrer. Et ouais. Quelle saison il fait? Difficile, hein. Difficile, il est passé par des hauts et des bas. Hein. Mais déterminé, il est toujours là quand il faut. Chapeau René. Tu as connu la plaine des Sables. Est-ce que en émerveillement, ça valait le dépassement athlétique de Smaido? Je veux dire, si on prend la dose, le capital émerveillement de l'édition ou des éditions Plaine des Sables, est-ce que c'est équivalent en termes d'intensité à la dureté de cette édition où là, alors on met de les côté... athlètes nous ont dit, franchement, là on a vraiment été dans le dur. Là il y a un paramètre, c'est le climat qui a perturbé réellement le parcours. Moi je trouvais ça très beau de faire cette ascension-là du Maïdo parce qu'il y avait une stratégie autour de la gestion de course avant, parce que 110 km, tu t'attaques cette ascension de quasiment 1900-2000 mètres de dénivelé. Attention à toi. Attention à toi, derrière c'est pas fini. Moi j'avais adoré ce profil-là. Je connaissais pas du tout cette ascension-là. Même si j'ai galéré, je l'ai apprécié. J'aime bien cet environnement, cette approche-là sauvage, authentique. Enfin, on passe par des rochers. Oui, et puis la descente n'est pas une piste cyclable en plus, quoi. Tu as 4 ou 5 km qui sont comme ça avant de pouvoir dérouler, quoi. Donc, oui, tu sais, je me faisais cette idée de comparatif entre le dosage pimenté en émerveillement d'une plaine des Sables et le dosage pimenté en difficulté et en intensité de l'édition 2024, quoi. Moi, j'ai... Ouais, c'est paradoxal, mais même si j'ai galéré, j'ai trouvé ça beau. Même si j'ai galéré, j'ai trouvé ça beau, même si ça a été trempé, brouillard. Je trouve qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose, ça a apporté cette authenticité de l'épreuve. Et j'ai bien aimé cette ascension. Après, il y a eu dans la globalité de l'épreuve, il y a eu des secteurs à la fin du parcours qui étaient compliqués à pratiquer. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, t'es dépendant de la météo et c'est dommage. Mais est-ce que tu penses que cette diag, ou que tu ressens que cette diagonale, elle conclut plus ou moins harmonieusement, en fait, tu la mets dans la lignée de ce que tu as déjà réalisé, et quelque part, tu as de la compréhension par rapport à la manière dont elle s'achève, ou est-ce que quelque part, elle vient encore modifier un truc dans tes certitudes, et ouvrir sur de l'inattendu, et mince, en fait, rien n'est jamais écrit, il faut que je viens encore d'ouvrir un nouveau chapitre à me questionner, quoi. C'est encore, ah ouais, d'accord, je pourrais... Attends. Je rêvais, sincèrement, je rêvais de finir cette diagonale en beauté. Quand je voyais les sensations que j'avais, j'étais d'une confiance incroyable. J'ai un début de course temporisé, fabuleux. Je fais 50 km, les jambes, 60 km, même si j'ai mal au ventre, ça passe nickel. Je dis, mais purée, j'étais prêt. Cette année, j'ai fait un protocole de préparation que j'avais en tête depuis pas mal d'années pour la diagonale, et je l'ai mis en place, et ça fonctionne. Je l'ai senti, ça fonctionne. J'ai tous mes paramètres qui confirmaient que voilà, mon idée était bonne, elle me convenait. Après, voilà, j'idéalisais une belle fin sur la diagonale. Maintenant, me dire, ouais, enfin, c'est ce qui ressort de toutes les discussions que j'ai. Ouais, mais tu peux pas finir comme ça la diagonale. Tu peux être obligé de revenir. Ben, peut-être pas, parce que la vie m'a... J'ai à cœur maintenant de suivre un peu le flot de ma vie de façon instinctive et naturelle.
si ça s'est présenté de cette façon-là, c'est que ça devait se présenter de cette façon-là, c'est qu'il y a quelque chose qui va découler de ça. Donc ça me permet aussi d'apaiser cette amertume et me dire, bah voilà, là il y a une porte, il va falloir que je l'ouvre, il va y avoir quelque chose derrière. Quoi, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui va s'ouvrir derrière. Me dire que je reviens sur la diagonale, je vais être confronté au même problème paradoxal de ok, tu es attiré par cette île, mais il va falloir reprendre l'avion, revenir ici, repartir dans ce processus qui t'affecte une partie de toi. C'est un peu schizophrénique de se dire ouais mais si tu veux venir il faut prendre l'avion, et si tu prends l'avion tu pollues, et donc après on va me dire ouais mais l'avion il tourne tout le temps quoi. Mais ouais mais si tu as 300 personnes qui ne le prennent pas, l'avion il décolle pas. Oui, puis si tu reviens, ça veut dire doubler la mise aussi, c'est-à-dire que c'est refaire face au risque de réabandonner. Et ça, alors ça, je ne l'ai même pas mis dans l'équation. Je ne l'ai même pas mis dans l'équation. Mais voilà, après, je vais laisser glisser mon instinct, ma vie, et on va voir ce qui va s'offrir, ce qui va s'ouvrir, pardon. Et voilà, je vais patiemment attendre que les choses se décantent. Et on va voir. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer dans ma vie là, dans les prochains mois, donc on va voir. Ouais, et c'est pour ça que je te posais la question. Je sais que tu as une conception de la vie harmonieuse et d'un balancier où les réponses finissent toujours par arriver, quoi. Donc on va voir. Parlons justement de l'avenir. 45 ans. Le team Garmin était pionnier, c'était un des premiers teams, mais actuellement, tes perspectives d'encadrement ou de reconversion, elles sont peut-être limitées. Est-ce que aujourd'hui, tu te dis, j'aurais dû faire d'autres choix? Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à 45 ans et qu'on se dit, bah, je vais peut-être aller taper une autre marque ou quelqu'un en disant, les gars, je commence à être disponible, j'ai un peu d'expérience, je suis un mec sympa. Merci. J'aime bien. C'est toi qui l'as dit, hein, je ne me suis pas dit. Oui, alors comme je fais des conneries au niveau des chiffres, souvent je me trompe au niveau des émotions aussi. Le nombre de gentils qui en fait étaient des vilains cons. J'espère que tu ne reviendras pas sur tes propos. Est-ce que tu te dis c'est injuste? Est-ce qu'il fallait faire d'autres choix? Oh, absolument pas. Oh, t'imagines même pas ce que j'ai vécu. Je remercie la vie pour ce que j'ai vécu. Sincèrement, moi je me considère chanceux. Je me considère chanceux. J'ai des partenaires, c'est même pas des sponsors, j'appelle ça des partenaires qui ont fait partie de ma vie les 15 dernières années. Mais je leur suis d'une reconnaissance magistrale. Autant moi que tous ceux du team, on a vécu des choses mais incroyables. Sincèrement, ce que j'ai vécu, si je n'avais pas mes partenaires, j'aurais été incapable de les vivre. Incapable. Et ça fait partie de mon bagage de vie. Et cette richesse-là d'émotions, d'expériences, de sensations, de partage, bah c'est énorme, énorme. Et regretté, mais jamais de la vie. Et comme je te disais tout à l'heure, on verra ce qu'elle va m'amener la vie. C'est une histoire, elle continue. Il va y avoir une bifurcation à un moment donné. Il va se passer quelque chose. Donc on va voir. On va voir. Mais honnêtement, on a tendance avec notre culture à vouloir être angoissé, anxieux, pessimiste. On aime bien avoir son confort de se dire bon ben voilà, j'ai mon petit train-train et ça roule, et puis à partir du moment où il y a un changement, ben, tu n'es plus sur l'autoroute, il faut que tu prennes la sortie, la départementale, tu connais pas le parcours, ça bouchonne, il faut changer de voie, change de direction, et là tu connais pas. Et là, moi, ma vie, elle a été segmentée de cette façon-là. Et à chaque fois, quand je te dis j'ai eu de la chance, j'avais fait des choix de vie dans un sens, la vie n'a pas voulu que j'aille là, elle m'a ouvert cette voie-là, cette voie-là. Et quand je vois ces intersections-là, le parcours qu'elle m'a fait vivre, je suis toujours, je resterai toujours extrêmement reconnaissant de ça, et je considère que je suis chanceux, très chanceux. Ça m'oriente vers la dernière question plus ou moins sérieuse. Sébastien Camus, si je vous dis la peste, la chute, ou la mort heureuse, ou le premier homme, est-ce que ça vous évoque quelque chose, et est-ce qu'il y a un titre que vous préféreriez? La peste, la chute de Sébastien Camus, la mort heureuse de Sébastien Camus, ou le premier homme de Sébastien Camus? La dernière. Le premier homme. Ce sont tous donc des romans d'Albert Camus. Albert. Et donc le dernier titre ta préférence irait au dernier pour définir ce que tu es à 45 ans.
L'homme révolté ou le mythe de Sisyphe, entre ces deux romans? Voilà. Alors là, tu m'attaques sur... Avant que le soleil nous mette dans l'ombre Ouais. définitivement, parce que là, on est en train de sombrer. Alors là, tu m'attaques sur le paramètre littéraire où je suis pas très bon. Ah non, je te demande... Ah, tu veux dire, le mythe de Sisyphe, qu'est-ce que c'est? Ouais, oui. Tu le connais? Non, je ne connais pas. Alors, c'est Sisyphe, il avait une grosse pierre à porter au sommet d'une Ouais. montagne. Ok. Et alors, soit elle retombait de l'autre côté et il devait recommencer, soit elle retombait sur lui et il devait remonter. Sinon, tu as l'homme révolté. Je ne sais pas si l'un des deux te correspondrait bien. J'aurais du mal à te le dire. Alors, sincèrement... Après, j'aime bien mettre du level comme ça. Ouais, dans les mais là, tu interviews, t'as tapé haut. Hein. T'as tapé ouais. haut. Après, on peut taper sur les chiffres, je suis un peu plus à l'aise. Mais là... Alors justement, Ah, sur la suite... parce que les chiffres, toi, par contre, c'est ton point faible. Ah, Tu vois, j'essaie toujours de glisser deux, trois on compense le conneries, truc. Hein. Puis j'ai même pas besoin de me forcer, ça vient tout seul. On attaque les questions Zambiais, censées punaise. éclairer des recoins obscurs et des zones obscènes de nos invités. Zambiais. La tourte de blattes sucrée, c'est vraiment bon? T'as dit que c'était ton plat préféré. Ah, mais Les blattes? j'en étais sûr que tu allais me la faire, celle-là. Quoi? Alors déjà, parce que tu y es passé, pas loin. Ouais. Saint-Martin-de-Vésubie, Et après, je vomite. vallée de la Vésubie, tu vas taper dans la boulangerie, tourte de blettes, et pas de blattes, sucrée Berk. et salée. Ah, mais tu n'as même pas goûté. Non, c'est vrai. Tu n'as pas goûté. Pourtant, je te l'ai conseillé. Hein. C'est pas faux. Tu te la mets pas dans la poche du maillot de vélo, tu la manges de suite et tu repars, tu te fais l'ascension du col de la Colmiane. C'est noté. Le pire souvenir de Germain Grangier dans le team? Son arrivée à l'OCC 2015, quand il fait troisième, qui finit au sprint avec Aurélien Dunant-Palace, avec des crampes phénoménales. On est avec Sylvain sur la ligne d'arrivée, on le voit faire un déroulé de foulée à la Usain Bolt, mais en fait il avait figé de son articulation du fémur et du bassin jusqu'à la cheville, et il courait jambes tendues, il avait des crampes monstrueuses, et il avait Aurélien Dunant-Palace aux fesses. Oh là là. Et nous, on lui gueule dessus, on lui jette de l'eau. Enfin, c'était pas son pire souvenir, mais c'est l'image qui me ressort C'est dingue, on parle de de ça. Germain. Ils sont sur la Diag en 2024 à se tirer la bourre. Un élément rétif à l'autorité ou prometteur, Germain Grangier, à l'époque? Plutôt contre l'autorité ou un petit jeune dont on sentait qu'il pouvait aller loin? Non, Germain, c'est quelqu'un de très intelligent et très observateur. Il avait déjà mis en place son plan de carrière. Je pense qu'il avait son petit rêve d'être professionnel. Il nous parle toujours de double projet. À l'époque, il est très bon. Il est très bon dans ce qu'il entreprend. Et même si cette année, c'est une année compliquée pour lui, là, j'ai énormément d'empathie par rapport à la situation qu'il doit être en train de vivre. Et je sais par quoi il passe. Maintenant, je me fais aucun souci pour lui, même s'il a eu une année blanche cette année, il rebondira très facilement. Et l'année prochaine, il va nous ressortir des résultats stratosphériques. Question piège mais rapide, la réponse. Que prend René Rovera pour durer aussi longtemps? Si tu savais. Je ne peux pas lister tout ce qu'il prend, parce qu'en fait, il y a trop de choses. Moi, j'imaginais René Rovera dans la tenue du lapin du Racel, comme le sketch de Desproges, où il fait comme ça, tu sais. J'imaginais René Rovera, et voilà. Mais Ce qui est bien, je ne connais pas René Rovera, mais il m'évoque de la là, il va sympathie, falloir quoi. l'inviter. Ouais, c'est vrai. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant à exploiter. Et non, pour René, ce qui est bien, c'est que tout est naturel. Il y a quelque chose, moi, qui m'affecte particulièrement, c'est malheureusement La guerre. La guerre, mais moi, dans le sport, ça fait un peu noir, mais c'est le dopage. Ouais. Parce que moi, je vois certaines performances dans certains sports où je ne vais pas polémiquer, mais c'est du spectacle. C'est là où j'ai segmenté l'activité physique, l'activité sportive, l'activité compétitive et l'activité de spectacle. Et à un moment donné, c'est un peu le principe de mettre les artistes sur le milieu de la scène, et qu'ils aient mal ou qu'ils aient pas mal, il faut qu'ils soient là pour assurer le spectacle. Il faut qu'ils fassent leur pirouette et leur spectacle. Et c'est quelque chose qui m'affecte particulièrement. Et quand tu te retrouves sur une Ça y est, épreuve... on est dans le noir. Non, oui, c'est vrai, on est dans le noir, mais on n'est pas dans le noir. C'est juste que la comparaison interindividuelle, au final, c'est ce qui se passe à la fin quand tu tires le trait de l'arrivée, du classement. Si tu mets ça de côté,
tu t'en fous. Mais nous, quand on est athlète et quand on est élite, qu'on va justement chercher à être le mieux placé. Et si demain, tu apprends que tu as un gars qui s'est chargé X années après, je trouve ça triste parce que tu voles la place à quelqu'un. Et là, en te parlant de ça, je repense à René par rapport à parce qu'avant d'être trailer, il était triathlète professionnel. Et tout partait de là, ouais, de René. Ouais, et en fait, c'est parti de là. Et moi, je sais que sa carrière, elle a été étincelante, mais pas autant qu'elle aurait pu l'être si voilà, il y avait eu des contrôles un peu plus sérieux, précis, sérieux, des règlements respectés. Et moi, j'ai suivi René durant toute sa carrière de triathlète et j'ai été affecté par ça. Bon, après, on va pas finir sur une note. Mais voilà, faut rigoler un peu. Si demain j'ai la possibilité de m'investir là-dedans, honnêtement, je le ferai avec conviction et ça me tient à cœur. Bon. Réponse un peu plus rapide. Les survêtements blancs quand on porte la flamme olympique, c'est vraiment une bonne idée? Écoute, moi il est resté blanc parce que j'ai juste fait 200 mètres avec, donc nickel. Est-ce que tu soutiendras le Grand Raid du Ventoux ou le Trail du Ventoux? Puisque ton premier trail en 2010, alors je vais me planter, hein, tu as pris 7 dossards, je crois, sur le Trail du Ventoux, des Jolins. T'es bon dans les chiffres, toi. Ah ouais, puis, naturel en plus, même pas besoin de consulter incroyable. Une page web. Alors là, tu me lances sur une polémique. Mais essaye de résumer. Je respecte énormément le travail de Serge Jolin. Et Christine. Ouais, qui ont œuvré pendant toutes ces années à faire évoluer le trail. Et ma balance pensera de ce côté-là. D'accord. Le Trail du Ventoux, c'est le Trail du Ventoux. Ouais. J'ai pas en tête la date, mais je trouve que c'est concurrentiel. Et... c'est avril, quoi, quelques semaines. Ouais, après, je sais pas, peut-être qu'ils l'ont sollicité, enfin, ils les ont sollicités pour leur proposer quelque chose ou pas, je ne saurais pas te dire, mais... Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. On va en reparler bientôt. Une des prochaines interviews sera avec les Jolins, chez eux. Voilà. Mais ouais, voilà, c'est eux qui ont... Ils ont fait évoluer notre pratique. Le Trail du Ventoux, c'est début de saison, c'est une course à un niveau exceptionnel. La course dont tu me disais que chaque année, la sensation de reprise, c'était quand on revenait cassé du premier trail de l'année qui était le Trail du Ventoux. Si tu devais te définir des origines celtiques, tu choisis un pays celtique. Irlande. Dont te viendrait cette rousseur. Exactement, avec une petite tendance scandinave. C'est vrai? Non, t'as pas creusé, ça te ferait plaisir. Si on te disait... si tu veux que je te fasse rire... Vous êtes viking? Enfin, te faire rire. Je te raconte l'histoire, on a eu un petit moment ou pas? Parce que là, franchement, il y a quelque chose d'incroyable. Toute dernière. Ouais, vas-y. Après, tu pourras couper si ça te plaît pas. Ah non, il n'y a pas de coupe. Ton surnom roux à l'école, c'était quoi? Mon surnom roux? Ouais. T'étais roux, on t'appelait comment? Un poil de carotte. Pas Roukmout? Non, ça c'est venu beaucoup plus tard avec cet enfoiré de René. T'as vu, j'ai dit un gros mot. Normalement, on ne devait pas, mais c'était un petit gros mot. Non, c'est... on se charrie, on se lance des vannes de longue. Je pense qu'il n'y a pas un seul de nos SMS qui ne commence pas par une vanne. Donc on s'insulte au départ, gentiment, et on s'écrit notre message. Et ouais, ça commence avec lui et Nico Lebrun. Bon, Seb, une fois n'est pas coutume, ce soir, piscine. Nous allons sortir ensemble, toi et moi. T'es au courant? Génial, j'ai prévenu ma femme. Bon, c'est bien alors. Enfin que... Oui. Qu'on sortait ensemble. Bon, allez, on s'en va. Allez, viens. Allez, c'est parti. Allez, ciao! Merci à tous.